J'ai l'immense plaisir et la responsabilité d'introduire un petit peu cette soirée avec l'idée plutôt de rappeler à mon niveau le contexte dans lequel cette exposition vous est proposée ce soir. La compétence des paysages est une compétence qui est portée à la fois par l'État et par le département. Ça fait maintenant plus de 10 ans que les services compétents en la matière se sont rapprochés pour élaborer et monter une stratégie cohérente, collaborative et constructive en faveur de la prise en compte et de la connaissance des paysages et de leur intégration dans les politiques publiques et au-delà. Cette aventure, si je puis la traduire un peu comme ça, elle a commencé depuis plus de 10 ans avec l'élaboration dans un premier temps de l'Atlas départemental des paysages, un outil qui avait vocation et qui a toujours vocation à mieux connaître la diversité des paysages en Ille-et-Vilaine. Ce sont 29 unités de paysages qui ont pu être identifiées. Et si je vous dis que le paysage de la baie du Mont-Saint-Michel, celui de la vallée de la Vilaine à Langon ou de la forêt de Brocéliande évoquent pour vous des images spontanément très différentes, voilà, 29 unités de paysages traduisent 29 paysages différents et spécifiques qui se caractérisent par des aspects physiques, relief, climat ou autres, mais aussi et surtout par leur occupation humaine. Et si l'on se fie à la définition qu'on a donnée par la Convention européenne des paysages, c'est bien la manière dont vivent et pratiquent et perçoivent les paysages, les habitants qui y vivent, qui contribuent à définir et aussi à faire évoluer ces paysages dans le temps. Alors, un comité de pilotage avait suivi la mise en place de cet atlas de paysages qui a donné lieu, derrière pour l'animer, à un plan d'action, toujours partagé en comaîtrise d'ouvrage entre l'État et le département. Sur certaines actions, la région s'est greffée également. On a pu mener des actions de formation auprès des collectivités locales, d'agents de collectivités, des démarches d'éducation et de sensibilisation pédagogique dans le cadre des dispositifs d'éducation auprès des collégiens notamment. Et puis des programmes de recherche scientifique également. On a soutenu une thèse, Charlotte est là pour en témoigner. Il est venu aussi dans les propositions du comité de pilotage, évidemment, l'idée assez rapidement de se dire qu'il fallait qu'on puisse disposer d'un outil de suivi des paysages dans le temps, qu'on puisse en évaluer l'évolution pour qu'elle nous aide, cette évolution, à faire évoluer, le cas échéant, les pratiques, les politiques publiques. Et donc, c'est ce qui a permis de mobiliser les administrations sur le lancement d'un observatoire photographique des paysages. Vous allez en découvrir une facette sous un angle artistique. Je vais laisser assez rapidement la parole à Guillaume Bonnel qui va présenter ça. Je voulais conclure en redisant que c'est vraiment un travail collaboratif depuis toutes ces années entre notamment les services de l'État et du département, avec une volonté politique très marquée du conseil départemental d'aller en avant sur ces actions. C'est une étape, cette exposition avec un angle artistique et qui a permis aussi de rassembler des collègues au sein d'une même collectivité qui travaillent sur des actions et des politiques différentes. Monsieur Marchand le rappellera, mais avant que je ne laisse la parole, je tenais à remercier tous les collègues du service, notamment Armel Andrieux et Pascal Géraud dans le service patrimoine naturel, et puis les collègues du service action culturelle, sous couvert évidemment de Sophie qui est quelque part ici. Je pense notamment à Héloïse Crosvillain et puis à Malo Courtois. Voilà, merci en tout cas de votre présence. Et c'est pour ça que je l'ai dans la main, c'est pour ne pas oublier. C'est aussi l'occasion, cette soirée, de valoriser une autre action qu'on a portée en comaîtrise d'ouvrage avec les collègues de l'État, l'édition d'un ouvrage par les éditions Filigrane, qui sont présentes ce soir, qui est un magnifique objet qui traduit toute la démarche d'un observatoire photographique sur un territoire comme le département, que je vous invite à feuilleter après la visite de l'exposition, et une séance de dédicace en présence de Guillaume Bonnel et de l'éditeur vous sera proposée, éventuellement également son achat si vous le souhaitez. Voilà, merci à vous et je passe la parole à Guillaume. Merci beaucoup d'être venus si nombreux, c'est très agréable, je suis très touché.
Moi, j'avais envie de faire une petite chose là avant de commencer la visite guidée d'exposition, c'est faire un peu de pédagogie sur ce que c'est qu'un observatoire photographique des paysages, parce qu'on est à peu près une vingtaine de photographes en France à faire ce métier, et je me rends compte que c'est très peu connu et que voilà, il y a une espèce de voile comme ça autour de cette pratique un peu mystérieuse. Thibault l'a souligné, c'est une démarche collective, c'est-à-dire que c'est ce qui est particulier dans l'approche euh, je dirais artistique de ce type de travail de commande, c'est qu'on n'est pas complètement tout seul. On n'est pas complètement tout seul parce que quand on arrive sur un territoire, comme ça a été mon cas ici, un territoire que je ne connaissais pas, moi je connaissais les Vilaines de nom, mais je n'y avais jamais mis les pieds. Il y a un certain nombre de connaissances qui ont déjà été constituées sur le paysage, sur le territoire, et ces connaissances, vous en héritez en tant que photographe, en tant qu'artiste, et il faut en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de se balader et de faire des images, il faut réussir à intégrer dans sa matrice créative tout un tas de connaissances qui sont extrêmement précises, qui surtout sont très formalisées. Puisqu'en fait, tous les artistes travaillent sous contrainte. Il ne faut pas croire que quand on travaille sur une résidence tout seul, on n'a pas aussi des contraintes. On a des contraintes différentes. On imagine le public pour lequel on travaille, par exemple. On imagine ce que va en penser tel ou tel critique. On imagine voilà, tout un tas un public peut-être fantasmé qui on va faire des images. Là, en l'occurrence, on a un document très formalisé qui s'appelle un cahier des charges, dans lequel sont contenus tout un tas de précisions, tout un tas d'informations localisées qui ont été amassées pendant un certain nombre d'années par des personnes compétentes, paysagistes. Il y avait par exemple les schémas de cohérence territoriale, il y avait des études paysagères diverses. Voilà, tout ça, vous en héritez. Et il faut faire des photographies qui vont à la fois exprimer votre vision personnelle du paysage, vision artistique, et qui vont aussi cocher un certain nombre de cases. C'est-à-dire qu'il faut que les photographies, elles parlent précisément d'enjeux paysagers. Donc moi, je fais le pari qu'un artiste peut travailler, par exemple, sur les extensions urbaines, sur le mitage, sur la déprise agricole, c'est pas trop le cas ici, mais dans d'autres territoires ça m'est arrivé, sur la dégradation du bocage et sur les différentes formes de dégradation du bocage. Donc voilà, il faut intégrer, il faut réussir à intégrer dans son parcours, après parcours sensible sur le territoire, tout un tas d'informations qui ressurgissent au moment de la prise de vue et de la décision de prendre une photo. C'est vrai que être photographe, c'est choisir, hein, c'est trancher dans la réalité. Bon, ben voilà, quand on fait un observatoire photographique, on tranche dans la réalité, mais avec un objectif de parler finement des enjeux paysagers. Donc ces images, elles sont un petit peu hybrides. Et la démarche, du coup, elle est particulière, et vous le verrez tout à l'heure. Pendant la visite guidée, je vous parlerai davantage de comment je construis une image, comment je fabrique une photographie. Mais en tout cas, le contexte, c'est ça. Un travail de commande et des images qui sont... Alors, je me souviens à Rennes, je ne sais pas si ça existe encore, vous allez pouvoir me dire, il y avait un beau festival qui s'appelait l'image publique, auquel j'avais participé il y a très longtemps. Et je trouvais que cette expression, l'image publique, collait tout à fait aux images observatoires. C'est-à-dire que ces images, en fait, ce sont les miennes, c'est moi qui les ai faites, mais on les a choisis collectivement. C'est-à-dire qu'on a en fait, au moment où moi j'arrivais en comité de pilotage avec peut-être deux, trois images sur chaque point de vue, et on en retenait une. Et quand je dis on, c'est l'État, le département, l'ADREAL, l'agence d'urbanisme, l'université, etc. On avait tout un tas de personnalités compétentes. Donc, ce qui s'est passé dans ce moment-là, c'est que finalement, on a décidé ensemble de ce que c'était que le paysage d'Ille-et-Vilaine, le paysage visible aujourd'hui. C'est pas moi qui suis arrivé avec ma caisse d'images en disant voilà, c'est comme ça, merci, je m'en vais, vous en faites ce que vous voulez. Il y a eu une discussion. Le paysage, c'est un objet de discours, c'est un objet de débat. Le paysage, c'est ce qui est à la lisière entre la réalité objective et notre imagination, entre les faits et nos sensations. Donc forcément, c'est un objet de discours, un objet de discussion. Donc en gros, les photographies que vous voyez là, enfin, elles sont peut-être pas tout à fait révélatrices de l'ensemble du corpus, hein, parce qu'il y a 99 points de vue dans l'observatoire. J'en ai choisi certaines, je vous expliquerai pourquoi j'ai voulu mettre ces images dans l'exposition et pas d'autres tout à l'heure. Ces images, en quelque sorte, c'est le paysage acceptable, entre guillemets, de l'Ille-et-Vilaine aujourd'hui. Quand je dis acceptable, c'est que on a sous-pesé tous ensemble dans ce comité ce qu'on voulait bien en dire, et ce qui était possible d'en dire, et ce qui était entendable. Voilà. Donc c'est un travail vraiment collectif. C'est pas juste une vision subjective, personnelle. Ça a été soumis au débat. Ça, c'est un premier élément. La démarche d'observatoire, l'autre élément important, c'est un élément technique, qui est qu'en fait, chaque image d'observatoire doit être une hypothèse visuelle posée sur le paysage. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, une image qui ne ferait que décrire
un motif paysager, aussi beau, aussi intéressant, aussi émouvant soit-il, ça ne suffirait pas à faire une image d'observatoire. Pourquoi? Parce que les images d'observatoire, elles sont projetées vers l'avenir. C'est-à-dire que chaque photographie que vous allez voir dans cette salle, elle va être refaite tous les 3 ans. Alors, par mois, là, en l'occurrence, cette année, c'est moi qui ai eu l'appel d'offres et j'ai eu la chance d'être sélectionné. Mais moi, je ne suis pas éternel, donc ce sera refait par d'autres éventuellement. Il y a des observatoires, par exemple, il y a un observatoire célèbre dans le parc du Pilat, pas très loin de Lyon, qui a été commencé par Sophie Risteluber, qui était une grande photographe des années 80, et qui continue depuis une trentaine d'années. Voilà. Donc, ces images sont des images publiques. Elles vont faire partie. Enfin, moi, très modestement, j'ai lancé la démarche, mais ces points de vue sur le paysage vont rentrer en quelque sorte dans le patrimoine, c'est-à-dire que c'est un patrimoine visuel, elles vont être refaites, elles vont vivre en dehors de moi, en dehors de même peut-être de nous, au sens du comité de pilotage initial, elles vont avoir une histoire qui va vivre sa vie. En tout cas, c'est pas juste des photos, c'est des points de vue sur le paysage qui font partie du patrimoine visuel. Voilà. C'est pas très modeste de dire ça, mais c'est la réalité. C'est des images qui vont continuer à vivre en dehors de ceux qui les ont faites et qui les ont choisies. Ça, c'est le deuxième élément important, c'est qu'effectivement, la démarche d'observatoire, c'est une démarche qui se projette vers l'avenir. Donc, il faut imaginer que quand on fait une photo pour un observatoire, il ne suffit pas simplement de répondre à une émotion, aussi forte soit-elle, aussi impérieuse soit-elle. Il faut en plus se dire, cette photo, il faut que j'imagine ce qui va se passer ici dans 10 ans, par exemple. Sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire que sinon, ça va être un travail qui va être un travail artistique. On peut le faire, par exemple, dans une résidence, ou quand moi, j'ai plein de projets personnels. Je ne pose pas du tout la question de ce qui va se passer dans la scène que je photographie. Mais là, c'est indispensable. Il faut pouvoir anticiper, projeter et voir si l'hypothèse qu'on pose à un instant T, elle est intéressante ou pas, et elle a un potentiel ou pas dans l'évolution ou la non-évolution du paysage. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi, je commence toujours en langue de Bretagne, ceux qui me connaissent le savent. Donc, au nom du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et de son président Jean-Luc Chenu, je suis vraiment d'être en note pour le terme de la montrerie paysage imminent. Ok. Donc, déjà du Ramos au Tegemera Ranor et Dielou en département, et vite Digori Digues, en disco ezadek paysage imminent. Voilà. Maintenant, je fais en français, promis. Donc, bien sûr, je suis ravi de vous accueillir ici dans les archives départementales. Et je tiens d'abord à remercier, alors il y a beaucoup de gens à remercier ce soir, parce que c'est vraiment un bel effort collectif, cette exposition. Donc je tiens à remercier monsieur le directeur de la BPM, qui va nous dire quelques mots tout à l'heure, madame la conseillère et vice-présidente de la région Bretagne, qui m'a dit qu'elle raffolait des expos photos. Merci de ta présence, chère Béatrice. Monsieur le vice-président aux espaces naturels sensibles, cher Yann, mes chers collègues Jean-Michel Le Guenec, en charge des archives, Jean-Paul, en charge de la commande publique responsable. Merci aussi d'être là. Merci à toutes et à tous, madame la colonelle de l'Office national des forêts. Et bien sûr, l'ensemble des directeurs et des agents des différents services qui ont permis la réalisation de ce projet. Alors, c'est vrai qu'il est particulièrement important pour nous parce que déjà, il fait écho à beaucoup de politiques du département. Et évidemment, nous sommes concernés en premier lieu par le bouleversement climatique. Et c'est une porte d'entrée pour aborder aussi ce problème, cet observatoire des paysages. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit à l'instant, mais c'est vrai que c'est la suite, en fait, de la création de cet atlas, ensuite de cet observatoire des paysages, en co-maîtrise d'ouvrage avec l'État. Et cette idée donc de valoriser le travail de Guillaume, de ces photos qui ont été prises donc sur cette trentaine de types de paysages identifiés, comme il a été dit par Thibault, et qui aboutissent à une centaine de photos, et qui nous permettent, c'est un outil, de voir l'évolution de nos paysages très variés, et d'être un véritable outil pour voir justement si on s'engage ou pas dans la bonne direction dans ce qui est de notre politique de paysage, parce qu'effectivement, il change pour le meilleur, mais aussi, il faut le dire, parfois pour le pire. Donc c'est important d'avoir cet outil. Et d'avoir le point de vue d'un artiste, c'est évidemment essentiel, parce que c'est vrai que, bon, tous photographes du dimanche comme on peut l'être, on n'aurait pas l'idée de photographier le champ du coin. Hein,
On se concentre sur ce qu'il y a de plus touristique, hein, la côte, les châteaux, les maisons à pans de bois, bref, toutes les merveilles qu'on a en Ille-et-Vilaine. Mais là, l'intérêt, c'est de voir l'évolution par le biais de la photo, par le biais d'un regard de notre territoire, de tout notre territoire, dans toute sa variété. Et c'est vrai que quand on prend une photo, on se dit, tiens, je vais photographier tel lieu, mais en fait, on ne photographie pas un lieu, on capture un instant. Ouais, et c'est bien ce qui est rendu dans cette exposition. Voilà, je ne vais pas en dire davantage parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, puis on a hâte de découvrir l'exposition. Mais par contre, ce que je tiens à remercier, c'est l'ensemble des équipes qui ont travaillé ensemble dans un bel élan de transversalité, comme on dit, hein, mais ce n'est pas un mot creux, c'est vraiment ce qui s'est fait. Donc je tiens à remercier l'équipe et la direction du patrimoine naturel, des espaces naturels sensibles, bien sûr aussi les équipes de l'action culturelle qui ont travaillé ensemble pour monter cette exposition, et puis aussi saluer aussi l'ensemble des personnes finalement qui s'y sont investies. Il y a d'autres photographes, d'autres regards qui se sont confrontés à celui de Guillaume, des scientifiques, des jeunes, des moins jeunes, l'Université du Temps Libre, des habitants tout simplement, qui ont participé à ce beau projet qu'on a hâte maintenant de découvrir. Remercier les services du département action culturelle, patrimoine naturel, action culturelle, et puis les services de l'État. Juste un petit mot, une petite anecdote que voilà, c'est l'occasion. Moi, j'ai le parcours contraire à M. Bonal, c'est-à-dire moi je suis originaire du Vilaine, de Rennes. Par contre, je ne m'étais jamais posé la question des paysages. Et puis, il y a un an à peu près, j'ai été élu, et puis M. Gabory m'a parlé paysage. Alors au début, je me suis dit, mais de quoi il me parle? Parce que, voilà. Puis j'ai eu de la chance, il m'a remis l'atlas des paysages. Et là, ça a été une découverte pour moi. J'ai découvert les paysages d'Ille-et-Vilaine, alors que j'ai vécu toute ma vie en Ille-et-Vilaine, mais les 29 unités dont vous avez parlé, ça a été une prise de conscience, en fait, vraiment de ces unités de paysage depuis ce jour, et je vous remercie. C'est vraiment, je vois le département autrement. Voilà, donc je suis très content d'être là. Je remercie les services pour cette découverte des paysages, malgré mon histoire sur le département. Quand même quelques mots pour l'État. Et je remercie Emmanuel Pérez, qui est en face de moi, architecte urbaniste de l'État au sein de la DDTM, qui a accompagné ce projet. Et j'ai vu dans le livre, c'était prêté au jeu justement d'une expression, hein, à partir de photographies qui ont été déposées. Je crois que effectivement pour l'État avec le conseil départemental, et cette collaboration est exemplaire, pas forcément vue dans l'ensemble des départements. Et puis en plus, elle dure, puisque 2011, hein, leur atlas des paysages, qui, je dirais quelque chose peut-être un peu plus classique, qui après permet effectivement, dans le dire de l'État, de s'appuyer sur les unités paysagères qui sont des unités de vie. C'est vrai que quand on regarde les projets de collectivité ou projets d'aménageurs, on a un rôle très régalien autour de l'aménagement, autour des voiries, autour de la hauteur des bâtiments, autour de destruction de haies et la reconstitution des haies. Et c'est vrai qu'à travers l'atlas paysager, ça nous donne des indications sur le dire de l'État, et c'est important effectivement de le renouveler. Cet observatoire photographique a une autre mission, hein, et je crois que c'est important qu'on soit aux archives départementales, parce qu'on travaille aussi pour le futur, et d'avoir ce témoignage. Et je sais que dans le livre, il y a parfois quelques photos un peu plus de temps ancien, des photos de temps présent. Mais je pense que ce témoignage est important de le fixer à ce moment, et puis peut-être dans 20 ans, 30 ans, dans 100 ans, ces photographies ressortiront, et ce sera peut-être intéressant de voir aussi, que ce sera nos futures générations, de voir finalement quelles trajectoires ont été prises. Je ne vais pas faire un teasing pour le livre, mais je l'ai parcouru hier soir. Moi, je suis un ancien enseignant de lycée agricole, et j'ai vu qu'il y avait un travail avec le CFA de Saint-Aubin-du-Cormier, avec des apprentis futurs agriculteurs, hein, vu la formation, dans lequel, j'ai bien compris, il y a eu un atelier, et justement à travers cet appareil de photo, j'espère qu'ils ont aussi pris conscience qu'ils ont une responsabilité sur le paysage actuel et le paysage de demain. Et voilà, en tout cas, pour ça, j'ai été intéressé par tout le livre, mais là, ces photos-là, je les ai très observées. En tout cas, merci encore au département de cette bonne collaboration.
Et puis, bravo aux photographes. Je ne vais pas expliquer les photos parce que ce n'est pas intéressant. Je vais juste vous donner des petites clés, des petites pistes pour comprendre ce que j'ai voulu dire. Tout est dans la feuille de salle, hein, parce que moi, je rêve que en fait, les images se portent d'elles-mêmes et qu'on les comprenne sans avoir besoin de les expliquer. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il faut quand même quelquefois un petit peu mettre quelques petites pistes de réflexion pour aider le spectateur. Donc cette image, en l'occurrence, est un piège, puisque j'ai mis à l'entrée l'exposition. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans ce département, la première chose qu'on fait, c'est d'aller sur la côte pour aller voir tous ces paysages mythiques, Saint-Malo, Dinard, etc. Là où Éric Rohmer a fait son superbe film, Conte d'été. Voilà. Moi, j'ai mis cette image en entrée parce que ce que vous allez voir après, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une vision plus rugueuse, plus intime du département, qui est essentielle dans le travail d'observatoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de la vision dominante. Or, on s'était rendu compte, et moi on me l'avait dit quand j'ai commencé le travail, qu'il y avait un gros déséquilibre sur ce territoire en termes iconographiques entre le littoral qui est surreprésenté et la partie plus rurale, plus intérieure, qui est quasiment pas représentée. Donc il y avait un gros déficit de représentation notamment du bocage et du monde agricole. Donc dans ce travail, vous allez voir que cette image est à l'entrée, parce que c'est un peu la tête de gondole, mais finalement, il y a des choses beaucoup plus fines et beaucoup plus complexe à mesurer et à voir dans ce territoire. Très souvent, ce qu'on décide de faire, c'est de montrer les images d'avant et les images d'aujourd'hui. Donc c'est avant-après, avec souvent ce titre qui est très souvent utilisé dans les démarches pédagogiques du jeu des 7 différences, etc. Et je me suis dit que c'était, alors d'une part, je me suis dit que c'était un peu dommage de limiter l'approche à ça, c'est-à-dire que c'est un peu monotone. Et j'ai eu envie de faire un peu autre chose, parce que j'avais une matière importante, hein, il y a 99 images. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire réfléchir le visiteur sur le pouvoir de la photographie de paysage. Qu'est-ce que la photographie peut apporter, peut faire au paysage? Donc là, en quelque sorte, ce que vous voyez là, c'est la partie la plus accessible de l'exposition. C'est les paysages de 2018 qui sont à gauche et ceux de 2022 qui sont à droite, qui sont exactement les mêmes. Là, on est au cœur de la démarche d'observatoire. C'est cette matière qui va être lue, analysée, observée par les paysagistes, par les techniciens du département. C'est pour ça qu'on m'a fait travailler, en quelque sorte. Voilà, ça, c'est la matière essentielle. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai eu envie de proposer des scènes, des grappes d'images qui permettent d'amorcer une réflexion sur ce que c'est que la photographie de paysage aujourd'hui. Qu'est-ce que la photographie peut apporter à la compréhension du paysage? Donc, sur chacune des scènes que vous allez voir, à chaque fois, c'est un mur, hein, il y a un mot-clé qui est associé et qui permet de problématiser les images, d'essayer de voir que la photographie, finalement, même si elle est très banalisée, si on croule sous les images quotidiennement, etc., la photographie a un pouvoir incroyable sur le paysage et sur la compréhension du paysage, par des choses qui paraissent très simples et qui sont complètement exceptionnelles, et on va les passer en revue une par une. On va se tourner vers la scène qui est juste là. Là, le mot-clé qui est associé à cette scène, c'est oxymore. Alors pourquoi? Parce que je pense que vous devez le comprendre normalement. Le propos est très explicite, même un petit peu poussé, mais à gauche, vous avez un des seuls endroits du département où il n'y a pas eu de remembrement. Donc les parcelles bocagères qui sont à gauche, on est à Saint-Séglin, c'est les plus petites du département. Elles font des fois la tête d'un terrain de tennis. Donc quand vous y êtes, c'est extrêmement émouvant, c'est magnifique, c'est un paysage complètement intouché. C'est l'idée d'une Bretagne, je dirais, du 19e siècle, voilà, très beau. Alors bien sûr, ça n'est plus entretenu, les arbres ont poussé, mais voilà. Et à droite, on a un ensilage de maïs. L'ensilage de maïs, c'est ce que l'on fait pour nourrir les bêtes en coupant le maïs avant qu'il soit arrivé à maturité, avec des engins très bruyants et avec une espèce d'usine mobile. Moi, je suis resté là pendant un quart d'heure et c'est le temps qu'il a fallu pour, quasiment, j'exagère un peu, mais pour moissonner la parcelle qui était devant moi, quoi. Donc c'était vraiment extrêmement rapide, voilà, bruyant, effrayant. Donc là, vous avez un peu les deux extrêmes de l'histoire agricole du département. Et ça, c'est un des outils que la photographie peut faire. Voilà, trouver comme ça des symboles, manier l'ellipse et créer des raccourcis visuels qui permettent de comprendre en un seul regard, par métonymie. Moi, je crois beaucoup à la métonymie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est que la métonymie quand vous étiez au lycée. La métonymie, c'est quand on prend la partie pour décrire le tout. Par exemple, vous voulez décrire un personnage dans un roman et vous allez décrire sa main.
et en écrivant la main, vous allez décrire le caractère du personnage. Le photographe de paysage, dans un observatoire, il fait la même chose. Il prend un morceau du département, un morceau du territoire, et par extrapolation, il parle de l'ensemble du territoire, et il fait des raccourcis, des ellipses visuelles, et là, vous en avez une devant vous. Là, on a une autre forme de langage visuel, et le mot-clé qui est associé, c'est panoptique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un panoptique. Le panoptique, la définition de panoptique, c'est ce qui peut être vu en une seule fois. Ça, c'est un pouvoir de l'image qu'on a tendance à oublier, mais avec une photographie, on peut être à 10 endroits à la fois, et on peut s'amuser à comparer, comme c'est le cas ici, les différentes formes de la dégradation du bocage. Alors, ici, ça c'est une image que j'ai faite en 2018 et que j'ai refaite cette semaine. Il y a tout un tas de signaux, auxquels j'avais été éduqué par la classe des paysages, pour pouvoir les lire, bien sûr, parce que sinon, on ne sentait pas forcément. Donc, vous voyez comme ça un petit bourrelet qui marque la place d'une ancienne haie. Ça veut dire qu'en fait, avant, il y avait une prairie qui a été remplacée par du blé. Donc, le blé, il faut retourner la terre de temps en temps. On passe une charrue, on passe la charrue tout près des arbres. Il y a des gens dans la salle qui savent très bien ce qui se passe quand on fait ça. Les arbres finissent par mourir parce qu'on attaque les racines, on les fragilise, etc. Et il y a quelques jours, quand je suis retourné faire cette photo, je me suis dit au même endroit, la même lumière, j'étais très content. Je regarde la scène, la moitié des arbres ont disparu. Et la moitié des arbres ont disparu. Sur cette scène-là, là, on a l'impression que quand j'ai montré cette image à des spécialistes du bocage, vous verrez dans le livre, il y a un exploitant agricole, un responsable associatif, et puis l'ancien directeur de l'écomusée de la Bantinais, qui sont des spécialistes du bocage, vraiment très précis. Quand on voit cette image, ils m'ont dit, ça c'est une image qui fait plaisir. Parce qu'on a une haie qui est jeune, qui est dynamique, qui est en train de pousser, c'est magnifique. Moi, j'ai eu envie de caractériser aussi ces paysages humides avec de l'eau, etc., la trace des engins. J'étais très content de cette image. Il y a quelques jours, je suis retourné la faire. D'abord, je me suis dit, mais tu t'es trompé, ton GPS n'a pas marché, je ne reconnaissais pas les lieux. Parce qu'à cet endroit-là, vous avez à la place de tout ce qui est dans la scène, sauf ce petit arbre-là, qui a été taillé et qui est à moitié mort, et la haie qui est au fond, tout le reste a disparu. Et à la place, vous avez un champ de blé d'hiver. Donc j'ai mis mon trépied au milieu du champ. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à devoir moi-même retrouver... ça c'est aussi, je vous livre un peu les petits secrets de ce métier. Pour pouvoir faire une photo à l'identique, que vous n'avez plus aucun repère, à part le ciel, le sol, la hauteur de l'horizon, et puis quelques arbres qui ont poussé, ils ont 3 ans de plus. Alors la dynamique végétale ici est assez intense, donc les arbres poussent vite. Heureusement qu'il y avait ce conifère là, on a un pin sylvestre je crois, sinon j'aurais pas réussi à refaire la photo. J'ai dû tout caler sur ce conifère pour après remettre l'image. Et encore, je ne suis pas certain que ça marche complètement. Mais en tout cas, voilà, il y a une mutabilité à court terme du bocage qui est proprement sidérante sur ce territoire et que l'observatoire va documenter et alimenter. Voilà pour le panoptique. Vous savez que le panoptique, ça avait été inventé par Jeremy Bentham, un philosophe qui avait théorisé, dans une théorie de la surveillance, le fait qu'avec le panoptique, on pouvait, dans une prison, voir tous les prisonniers en même temps. Là, on voit en même temps tout un tas de signaux d'alerte sur la disparition du bocage. Alors, on va passer à quelque chose de peut-être plus théorique, mais vous allez me suivre, je vais essayer d'être très pédagogue. Cette scène-là, je l'ai intitulée « Métapiction ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métapiction? Alors, moi, je ne suis pas du tout un philosophe ou un théoricien de l'art, mais en tout cas, je m'intéresse beaucoup à ce qui se dit en ce moment sur la photographie, sur les images. Et vous avez un théoricien américain qui s'appelle William John Thomas Mitchell, qui a écrit sur la culture visuelle, la théorie visuelle, et qui a inventé le concept de métapiction. Alors en anglais, c'est metapicture, qui est traduit par métapiction. En gros, la métapiction, c'est une image qui en elle-même porte une théorie visuelle et qui peut exprimer une théorie visuelle. Alors, il y en a une très célèbre. Si vous tapez sur vos téléphones, on peut faire ça, ça peut être rigolo. Vous prenez au téléphone et vous tapez lapin-canard. Et vous allez voir sortir une image que certains connaissent peut-être, qui est une image, une gravure, où on voit un lapin et un canard en même temps, qui est une image qui permet de théoriser la bivalence des images. C'est-à-dire que cette image, vous voyez deux choses différentes, mais pas en même temps. C'est impossible d'y voir à la fois le lapin et le canard. Votre cerveau fait une espèce de va-et-vient qui est un peu bizarre. En tout cas, voilà. Et cette image illustre la bivalence des images. C'est une métapiction, c'est l'exemple que prend Mitchell. Moi, modestement, je me suis amusé à reconstituer des métapictions à partir de deux choses, à partir de Roland Barthes et de sa théorie sur l'adhérence du référent. C'est-à-dire que quand vous voyez une image, et ça a dû être le cas quand vous êtes arrivé ici, vous êtes littéralement aspiré par l'objet qui est représenté dans l'image. C'est-à-dire que cette aspiration efface le geste du photographe. On voit d'abord ce qui est représenté avant de voir comment le photographe l'a fait. Et en l'occurrence, j'utilise ce pouvoir des images
pour en fait vous forcer à voir en même temps le passé et le présent. Dans ces images, vous voyez le passé et le présent dans une même scène, ce qui est littéralement impossible. Mais en l'occurrence, l'illusion fonctionne. On a bien l'impression d'être dans une même image, on comprend que c'est une même image, mais en l'occurrence, elle est impossible parce qu'elle mélange deux séquences temporelles qui sont disjointes. En plus, je me suis amusé à les faire varier. Donc, parfois, c'est le passé à gauche et l'avenir à droite. Des fois, c'est l'inverse. Là, c'était le matin, l'après-midi avec le jeu de la marée, etc. Ça aussi, c'est une manière, je trouve, d'essayer, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire ici, de renforcer le pouvoir de l'image, de montrer ce qu'une image peut faire au paysage et comment une image peut nous permettre de voir le paysage, pas uniquement en regardant le référent, mais en regardant aussi comment l'image est construite et qu'est-ce qu'elle peut apporter comme regard critique, etc. Donc cette série d'images, elle illustre bien finalement les objectifs d'un observatoire photographique pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai essayé de concilier une vision personnelle et puis l'intérêt documentaire de l'image, puisqu'en fait en haut vous avez une galerie de portraits que j'ai fait à la Pointe du Groin en 2018, et en bas vous avez la même photo en 2022, donc là très récemment au mois d'octobre dernier. Donc on voit bien, donc cette image parle au premier abord de l'effet de la surfréquentation d'un site touristique sur son intégrité physique, parce qu'on voit bien que le sol s'est considérablement dégradé en 3 ans. Hein. On voit le petit îlot d'herbe qui est en train de disparaître, et puis là, on a presque 1 mètre d'écart sur la bordure du sentier. Donc ça, c'est, je dirais, je coche la case, c'est-à-dire que j'ai une photo qui tient la route, elle parle de quelque chose d'intéressant, et on est sûr que dans l'avenir, quelque chose va se passer. On le voit d'ailleurs 3 ans après, on commence à le voir déjà. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mise en abîme parce que c'est un site qui est géré par le département. Donc en quelque sorte, là, le département accepte de mettre sa politique publique, je dirais, à l'épreuve d'une photographie mécanique qui va montrer si ça marche ou pas, les travaux qui sont en cours en ce moment sur la Pointe du Groin pour éviter la dégradation du site. Et puis ensuite, moi, une fois que ce contrat est rempli, qu'il me reste un peu d'espace pour m'amuser, pour me faire plaisir, pour faire une image qui soit peut-être plus ludique, plus intéressante sociologiquement, etc. Donc je me dis, bah, je suis là, plutôt que de faire mon image et de repartir, je vais en faire plusieurs. Puis j'attends 5 minutes et puis je me rends compte qu'il y a vraiment une diversité sociologique incroyable sur ce site, parce qu'il y a, je crois, 500 000 visiteurs par an, après ce qu'on m'a dit. Donc vous restez un quart d'heure et vous voyez passer toute la société française, qui en tout cas a une voiture et aime aller à l'extérieur. Donc je me suis amusé à photographier des retraités, des gens qui sont dans la posture du voyageur sur une mer de nuages de Caspar David Friedrich. Là, la référence elle est évidente. Et on a ici plutôt, je pense, un marin-pêcheur avec sa casquette pastis et son gros pull. Là, on a plutôt je sais pas, un monsieur qui se balade, mais il a une espèce de t-shirt sans manches, un peu baraqué. Là, on a un cycliste qui faisait la Vélodyssée, en fait, qui descendait toute la côte, etc., etc. Donc, on peut montrer à la fois on peut réfléchir sur cette scène à la posture en fait des consommateurs du paysage. Qu'est-ce que c'est que consommer un paysage? Qu'est-ce que c'est que faire 100 km pour venir voir ce lieu?